Bonjour Clément, merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu. Bonjour à tous et merci à vous de m'avoir invité, c'est très sympa. Top. Du coup Clément, moi je t'ai découvert via ta chaîne YouTube Clément Van. Mais quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu avais beaucoup de casquettes et que tu faisais beaucoup de choses. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu tout ce que tu fais? Oui, d'accord, ok, pas de souci. Alors effectivement, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Clément Van, sur laquelle actuellement, à ce moment-là, j'ai environ 15 000 abonnés, et Mhm. sur laquelle je parle de graphisme, de création de contenu, et enfin, disons de graphisme appliqué à la création de marque, puisque j'ai Mhm. la casquette de graphiste d'une part, et la casquette un petit peu plus entrepreneuriale, création de contenu et aussi création d'entreprise, enfin, disons entrepreneuriale pour, voilà, Mhm. d'un autre côté. Et donc j'essaie de faire un petit peu le pont entre les deux avec cette chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est un peu ce que je transmets au travers de cette chaîne. Donc avec également, en plus des conseils purement graphiques, un petit peu de montage aussi, un petit peu de montage vidéo, en tout cas je l'évoque. Et du coup j'essaie de lier ça aussi avec des conseils marketing. Et ce genre de choses, quoi, voilà. Et à côté de ça, j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille, voilà, parce que je suis également du coup graphiste, monteur vidéo freelance, et je bosse aussi sur des projets, et c'est la raison pour laquelle je me définis plus en tant qu'entrepreneur dans le milieu de la création visuelle plutôt que juste graphiste ou monteur vidéo, quoi. Voilà pour un petit peu situer la chose. Ok. Ok, donc en fait c'est intéressant parce que du coup tu es quelqu'un qui crée beaucoup de contenu, j'imagine, en tant que monteur vidéo, graphiste, entrepreneur, etc. Ouais, c'est ça. C'est que je vais faire les choses pour ma chaîne YouTube, donc Clément Van. Mais à Mhm. côté de ça, je travaille pour des clients. Je travaille sur aussi d'autres projets qui m'appartiennent, ou en tout cas avec qui je suis en collaboration, enfin, sur lesquels je suis en collaboration avec d'autres personnes. Du coup, au final, c'est vrai que au quotidien, je passe en fait le plus clair de mon temps à faire de la création de contenu. Et puis voilà, quoi. Donc, ouais, j'ai une vision, on va dire, un petit peu globale sur différents secteurs, sur différentes ouais, secteurs d'activité, différentes niches, différentes méthodes, manières de faire. Donc voilà. Ok. Du coup, tu parles de enfin, de différents secteurs, de différentes niches, etc. Il y a des différences en termes de création de contenu pour toutes ces niches différentes, etc. Tu as des différences de process? Alors, des différences de process, je dirais que ça dépend vraiment des projets plus que de la thématique. Ça dépend des personnes avec qui on travaille, ça dépend des objectifs, ça dépend de plein de choses. C'est plus ça que la thématique qui va rentrer en jeu pour moi dans la différence de process. Par Mm. contre, après, les différents secteurs, ça va avoir beaucoup d'impact sur la manière de créer le contenu. En tout cas sur l'objectif et sur la façon de faire. Mais bon, ça, je pense qu'il y a des parties dans cette vidéo qui vont y être dédiées, donc on abordera ça en détail à ce moment-là. Mais effectivement, pour moi, il faut avoir comment dire, il faut être conscient du secteur dans lequel on va créer le contenu parce que ça a beaucoup d'influence. Voilà. Et on ne crée pas du contenu de la même manière quand on est dans une niche A que quand on est dans une niche B. Voilà. Ok. Et du coup, tu es arrivé dans ce milieu-là via le montage vidéo. C'est par ça que tu es un peu rentré dedans? Alors pour mon parcours, c'est beaucoup d'autodidactes. En Mm. fait, à la base, donc j'ai fait une école d'ingénieur, donc qui n'a absolument rien à voir. Et finalement, j'ai décidé de m'orienter un jour comme ça sur la création d'une marque de vêtements, en fait. Donc, j'ai créé ma marque de vêtements à l'époque. Donc, j'ai quitté mes études pour faire ça. Et ça a été un Mm. projet qui a été extrêmement intéressant, avec lequel j'ai beaucoup appris. Donc, cette marque-là aujourd'hui n'existe plus vraiment. Voilà. Donc ça a été, disons, une semi-réussite et un semi-échec. Voilà, c'est moite-moite. Dans le sens où aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose dessus, mais dans le sens où moi j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier au monde de l'entrepreneuriat et surtout au monde de la création, puisque c'est comme ça que je suis arrivé là. Donc qui dit marque de vêtements, déjà, j'étais tout seul dessus. Donc j'avais Mm. de l'aide un petit peu à droite à gauche, mais grosso modo, j'étais à 95% dessus, seul. Donc j'ai dû avoir, justement, on en parlait tout à l'heure, plein de casquettes. Donc l'entrepreneur qui va gérer les choses, mais aussi le créateur de contenu pour les réseaux sociaux, le créateur le designer pour les designs des textiles, etc. etc. Et c'est ça qui a été une expérience vraiment très enrichissante parce que j'ai appris plein de choses grâce à ça. Et en fait, au fur et à mesure, de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas transposer ces compétences que j'ai apprises au travers de ma marque pour des clients, pour d'autres personnes. Alors au début, ça s'est fait assez naturellement. C'est des potes qui nous demandent un coup de main parce que on a un pote qui stream sur Twitch et il nous demande bah tiens, vu que tu touches un peu à Photoshop, est-ce que tu peux me faire une bannière ou un logo? On commence comme ça, puis après c'est des miniatures YouTube et au final, en fait, encore une fois, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être réellement graphiste autodidacte. Puis après, je me suis formé aussi au montage vidéo.
Et c'est comme ça que j'ai eu toute cette casquette-là de freelance, donc graphiste, monteur vidéo. Et il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai un parcours qui est pas incroyable, mais qui déjà est intéressant pour pas mal de personnes qui pourraient avoir envie d'apprendre ce que j'ai appris. Et je me suis dit, pourquoi pas un petit peu transmettre tout ça au travers d'une chaîne YouTube. Et c'est là, du coup, que j'ai eu l'idée de lancer ma chaîne YouTube Clément Van. Et donc, ça nous amène là aujourd'hui. Voilà. Ok. Et du coup, c'est assez intéressant parce que comment tu passes d'école d'ingénieur à monter une marque de vêtements? Enfin, c'est quoi cette transition? Comment ça s'est passé? Quelles sont les étapes? Je Pourquoi dirais t'es que, passé... je dirais que Pourquoi t'es pas c'est. devenu ingénieur, quoi? Ouais, c'est une excellente question. Je dirais que c'est surtout je sais pas, une pulsion. Voilà. Non, en vrai, Hmm. j'avais la sensation de pas faire quelque chose de très créatif. Bon, pour ceux qui Hmm. nous écoutent et qui connaissent un petit peu les écoles d'ingénieurs, tout ce qui va être prépa, les prépas MPSI, les trucs comme ça, les prépas intégrées, tout ça, c'est beaucoup de matières scientifiques, de raisonnement scientifique de manière globale. Et c'est vrai que, en fait, la vision qu'ont la plupart des gens de l'ingénieur, c'est quelqu'un qui va concevoir et qui va créer des choses. Moi, c'est la vision que j'avais à la Hmm. base, un petit peu naïvement, et c'est pas entièrement faux, hein, c'est pas entièrement faux. Mais c'est vrai que moi, Hmm. je me retrouvais en fait à travailler des exercices des années passées, à bûcher des examens, voilà, des trucs comme ça. Et c'était pas très créatif, quoi, on va dire. Et j'ai eu un moment où vraiment j'ai eu une espèce de sensation où j'avais l'impression que je faisais pas ce que je devais faire, dans le sens où j'avais besoin de faire quelque chose de plus créatif. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais eu une espèce de passion qui est née petit à petit pour l'entrepreneuriat d'une part, pour le graphisme d'autre part, donc tout ce qui était visuel de manière générale. J'ai toujours été... en fait, je touche à Photoshop depuis que je suis ado, en fait, donc depuis que je suis au lycée, tout ça, Hmm. mais de manière voilà, très très doucement, un peu de loin, quoi. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, allez, on se lance, et du coup, je me suis lancé comme ça, j'ai un peu envoyé mes études, voilà. Et, euh, et puis je me suis lancé là-dedans et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Donc je dirais que c'est d'une part une envie de faire quelque chose de plus créatif et d'autre part Hmm. une pulsion un petit peu de changement, quoi. Voilà, pour répondre à ta question. Hmm. Alors, je vais te poser une question qui a peut-être rien à voir avec ce dont on parle, mais ça m'intéresse, donc si on peut répondre très rapidement. Mais du coup, t'as fait prépa, t'en as pensé quoi? Alors moi j'ai fait une prépa intégrée dans une école d'ingénieur, donc post-bac. D'accord. Et Hmm. alors j'en ai pensé que c'était cool, franchement j'ai appris plein de choses. Franchement, j'ai développé pas mal de compétences sur la capacité à apprendre, à raisonner, Hmm. à bosser de longues heures. Tout ce genre de compétences qui en fait ne sont qu'un plus en fait dans la vie de manière générale et notamment dans l'entrepreneuriat et dans la création de contenu. Donc c'est du coup ça donne des qualités. Ouais, la maîtrise des logiciels, ça c'est un gros plus aussi. Le fait d'utiliser certains logiciels Ok. en école d'ingénieur et puis d'avoir ce raisonnement assez algorithmique, mathématique, ça m'a vachement aidé pour après. Voilà, aujourd'hui. On me met un logiciel entre les mains, à partir du moment où je me penche dessus et que je regarde des tutos, j'arrive rapidement à comprendre le logiciel et à avoir un certain niveau de maîtrise, hein, toute proportion gardée bien sûr, mais à m'en servir Hmm. convenablement, quoi. Donc ça Ok. c'est le vrai plus. Et sinon, au niveau de l'ambiance, bon, c'était cool, j'ai vécu voilà, j'ai fait aussi des super rencontres, donc voilà quoi. Mais voilà, la finalité c'était pas mon truc au final, voilà. Ok. Et du coup, question qui m'intéresse pas mal, et c'est pourquoi, après avoir monté une marque de vêtements, tu t'es pas... Enfin, je sais pas si elle a fonctionné ou si ça a été un échec cuisant, mais pourquoi tu n'as pas remonté une marque derrière? Pourquoi tu t'es lancé finalement sur des compétences à vendre? Parce que c'est ce que tu as fait, tu as fait du graphisme et du montage vidéo après ta marque de vêtements, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Alors en fait, Hmm. ça s'est fait, pour tout dire, ça s'est fait très naturellement. Et alors je D'accord. pense que si on m'avait posé la question à l'époque, pourquoi est-ce que tu lances pas une nouvelle marque, j'aurais probablement répondu que parce que c'est énormément de boulot, que j'étais pas Hmm. forcément accompagné et que si c'était à refaire, aujourd'hui je pourrais le refaire, hein. Et d'ailleurs je Hmm. l'ai refait d'une certaine manière pour des clients, puisque je les ai accompagnés sur de la création de marque. Mais, Hmm. mais d'ailleurs, j'ai eu notamment une expérience sur la création d'une collection là, pas plus tard que cet été. Peut-être qu'on en reparlera dans la vidéo. Mais en fait, voilà, créer une marque, force est de constater que tout seul, c'est très compliqué, voire quasiment impossible. Alors, c'est pas impossible, mais voilà. Si vous êtes tout seul, quelqu'un nous regarde et qui est tout seul, qui veut monter sa marque, j'ai envie de dire, croyez-y, c'est faisable. Mais faut savoir s'entourer, trouver les bonnes personnes. Et à l'époque, c'était pas tout à fait le cas. Voilà, j'avais envie de passer un petit peu à autre chose aussi. Et surtout, en fait, comme je disais, ça s'est fait naturellement. En fait, j'ai rapidement eu des personnes avec qui j'étais en contact, des entrepreneurs notamment sur le web, des youtubeurs, etc., qui m'ont demandé en fait rapidement leur service en fait.
Et en fait, tout a commencé. Vraiment, la partie freelance, c'est une personne en fait qui faisait des vidéos sur YouTube que je suivais et qui a mis une story sur Instagram en mode voilà, j'ai besoin d'un mini maker, donc un créateur de miniatures. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait faire? Et moi, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, ben, moi je sais faire. Et c'est là que tout est parti, ça s'est fait très naturellement. Et en fait, il m'a fait rapidement confiance. Il m'a confié la tâche de faire les miniatures de sa chaîne YouTube, mais également tout le graphisme de sa chaîne, et donc en fait, et de ses projets, puisqu'il vendait également des formations. Il avait tout un projet entrepreneurial assez complet, et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a réussi hein, dans son milieu. Et en fait, ça s'est fait comme ça, et puis progressivement, en fait, je me suis dit pourquoi pas proposer mes services à d'autres personnes. Par le bouche à oreille, je me suis rapidement fait une clientèle et c'est allé assez vite finalement. Et du coup, voilà, je dirais que c'est naturel en fait. Ça s'est fait naturellement. Ok. C'est quelqu'un pour qui tu travailles toujours actuellement? Alors, je bosse plus avec lui aujourd'hui, mais bon, on a encore de relations très cordiales. Donc voilà. Ok. Ok, du coup, on va peut-être rentrer un peu dans la création de contenu, parce que c'est ce qui nous intéresse Avec ici. plaisir. Et du coup, c'est quoi ton process quand tu crées du contenu? Alors la question est très large, mais Ouais, c'est voulu. effectivement. Ouais, donc ça va déboucher sur pas mal de choses. Alors le process, j'ai envie de dire, ça passe souvent par déjà ça commence par un moment de réflexion. Ça va être très bateau dit comme ça, mais ça peut être pendant qu'on se promène, ça peut être pendant qu'on est sous la douche, ça peut être voilà. C'est une idée qui fuse à un moment. Ensuite, ça passe sur le bloc-notes sur le PC. Moi, c'est comme ça que je fais. Je note des mots-clés, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, concrètement, on va rentrer dans la création du contenu. En fait, il y a tellement de types de contenus différents que ce serait difficile de donner vraiment un archétype de process. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, je vais faire du contenu où j'enregistre ma voix, puis ensuite je fais du montage par-dessus. Donc, même plus que ça. Je scripte, parce que la plupart de mes vidéos sont scriptées. Donc je rédige le script avec soit les grandes lignes, soit carrément le texte que je récite en fait, hein, ni plus ni moins. Ensuite j'enregistre et ensuite donc je fais le montage et puis ensuite la diffusion sur YouTube. Mais par exemple pour des clients, le process sera pas du tout le même parce que c'est pas moi qui enregistre la voix. Parfois il n'y a même pas du tout de voix, donc ça va être uniquement du montage vidéo. Parfois il va y avoir de la recherche de musique, parfois pas. Parfois ça va être du graphisme, donc c'est assez compliqué de donner une réponse unique dans la mesure où du contenu, il y a des millions de types de contenus différents finalement. Donc voilà. Mais si je devais vraiment donner une réponse, c'est beaucoup de temps de réflexion aussi. Et moi j'aime bien noter mes idées. Voilà, sur des blocs-notes. J'ai une quantité de blocs-notes sur mon PC qui est absolument astronomique. Donc voilà. Ouais, j'allais dire, la partie réflexion, elle est hyper intéressante parce que j'ai l'impression qu'on a tous une façon hyper différente d'y réfléchir. Enfin, on a un peu tous cette réponse de dire, tu sais, c'est en back burner, donc en fait, on y pense un peu de façon inconsciente tout le temps. Est-ce que toi, t'as un process par rapport à la réflexion en tant que telle? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais est-ce que c'est genre je me dédie 1 heure tous les jours pour y penser? Est-ce que je le planifie pas, j'y pense juste en arrière-plan toute la journée pendant des semaines? Enfin, comment ça se passe pour toi? Alors, de manière globale, je dirais que dans 90% des cas, c'est en arrière-plan, comme tu disais tout à l'heure. C'est vraiment la réflexion qui se fait des fois à des moments où on bosse sur un sujet qui est complètement différent. Et il y a une idée qui fuse, hop, on s'empresse de la noter, et puis voilà. Mais parfois, il m'arrive, mais bon, je vais dire que c'est 10% du temps restant, de vraiment de m'allouer à un créneau, voilà, où je me dis, là, vas-y, je bosse là-dessus. Mais ça va être plus sur des projets un peu plus conséquents, ou alors sur par exemple, là, typiquement, c'est un très bon exemple, c'est une très bonne question. J'ai lancé une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Exploration Photoshop. Et donc, c'est tout simplement des tutos assez rapides qui durent entre moins de 10 minutes en principe. Bon, ça peut un peu dépasser. La première vidéo que j'ai sortie, elle a dépassé les 10 minutes. Bon, mais bref, en théorie, c'est censé faire moins de 10 minutes et c'est des tutos assez rapides pour montrer un truc X ou Y sur Photoshop. Donc voilà. Là, par contre, dans ce cas-là, effectivement, je vais me poser 1 heure sur mon bloc-notes et je vais marquer toutes les idées qui me passent par la tête de création de contenu, donc de création de vidéos, tutoriel sur Photoshop. Voilà. Donc comment, je sais pas moi, utiliser tel calque de réglage, comment utiliser le filtre caméra raw, comment, voilà, ce genre de choses qui parleront à ceux qui utilisent Photoshop. Voilà. Mais donc dans ce cas-là, effectivement, je me pose et je réfléchis et je note un max de trucs. Mais sinon, le reste du temps, c'est vraiment des idées qui fusent d'un coup comme ça et puis voilà quoi. Quand tu penses à des idées de contenu, est-ce que tu es vraiment en mode inspiration ou est-ce que tu as une logique, on va dire, plus marketing
mots-clés, enfin, tu vois ce que je veux dire, du type où tu vas t'interroger en fait sur ce qui va fonctionner, et en fait tu vas laisser entre guillemets le marché donner une forme à ta réflexion en fait de base à ton idée. Alors, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est hyper pertinent comme question. Parce que c'est vrai que si on fait uniquement ce qui nous plaît à nous, on peut vite se retrouver dans le cas où on produit du contenu pour soi-même et en fait ça touche personne. Mm. Donc je dirais que j'essaie de trouver un juste milieu parce que bah, malgré tout, si je fais des choses qui me plaisent pas, bah, ça me plaît pas. Et Ouais. d'un autre côté, il faut quand même que effectivement le marché soit au rendez-vous. Donc en fait, c'est surtout du test, hein. C'est vraiment là, j'arrive à un moment de ma chaîne où Mm. j'ai quand même du recul sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je continue à m'obstiner des fois sur des contenus qui marchent pas forcément parce que bah, malgré tout, en fait, des fois on prévoit pas. Des fois on peut pas prévoir que voilà, telle vidéo en fait elle va décoller. On sait pas trop pourquoi. C'est voilà, elle a eu le succès est au rendez-vous, elle a rencontré son public. C'est comme ça, l'algorithme l'a poussé Mm. peut-être ou peut-être pas, on sait pas trop. Donc en fait, j'évite de trop me poser cette question. Je fais surtout ce qui me passe par la tête et ce que j'ai envie de produire. Voilà, malgré tout, des fois, voilà, je sais qu'il y a des thématiques. Par exemple, moi, ce qui marche très bien sur ma chaîne, c'est les exemples concrets ou alors disons tout ce qui va être en relation vraiment avec la création de marques de vêtements. Parce que bah, la marque de Mm. vêtements, la création de marques de vêtements, c'est un truc qui intéresse bah, beaucoup de personnes, enfin, en réalité. Surtout les jeunes aujourd'hui, il y Mm. en a beaucoup qui se posent la question et qui du coup vont taper sur Google ou sur YouTube comment créer sa marque de vêtements. Et là-dessus, je suis très bien référencé. La plupart de mes vidéos ressortent sur cette requête. Et donc je sais qu'aujourd'hui, Mm. si je veux faire une vidéo qui veut avoir qui doit avoir du succès, donc qui va faire des vues, je suis quasiment certain de faire entre guillemets carton plein. Tout est relatif évidemment, hein, proportionnellement à ma chaîne. Donc plusieurs milliers de vues grâce à une vidéo qui s'intitule créer sa marque de vêtements en 2024 par exemple. Là, tu vois, c'est typiquement ce que je vais faire en janvier probablement. Ouais. Donc voilà, 10 astuces pour créer sa marque de vêtements, 13 étapes, j'ai déjà fait ça, bah, c'est ma vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne, 13 étapes pour créer sa marque de vêtements. Voilà, ce genre de Mm. vidéo marche vraiment bien parce que ça répond directement à une requête et ça répond surtout à une grosse curiosité que les gens peuvent avoir. Donc si vraiment je veux faire du contenu Mm. qui marche, je vais aller plutôt cibler ce genre de choses. Voilà. Ok. Ouais, donc très orienté search, mots-clés, quoi. Ouais, très orienté là-dessus. Même si je dirais que c'est vrai que c'est du mot-clé, mais il y a aussi, je pense, un côté un peu divertissant. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, dans la mesure où, comme c'est quelque chose Mm. qui répond à une curiosité, comme je le disais à l'instant, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais en fait, mais comment on fait pour créer une marque de vêtements? Même des gens qui sont pas spécialement Mm. intéressés par la chose à la base, bah, ils vont voir ça et ils vont avoir envie de cliquer pour comprendre en fait est-ce qu'il y a un process derrière, est-ce qu'il y a une méthode et ça répondra du coup à leurs besoins de savoir en fait. Donc voilà. Mm. Est-ce que tu sais pourquoi c'est divertissant? Bah, comme je viens de te dire, je pense que c'est parce que les gens sont curieux par rapport à ça. Et même des vidéos qui sont Mm. très informationnelles finalement, bah, ils vont peut-être la regarder pour essayer de comprendre comment est-ce qu'une marque de vêtements se crée. Il y a vachement ce mythe hein, Mm. finalement de la marque de vêtements, ouais je crée ma marque, je suis entrepreneur, que moi-même j'avais à la base hein, d'ailleurs hein, quand je me suis Mm. lancé. Donc voilà, l'idée de pouvoir faire des vêtements qui vont être portés par d'autres personnes, l'idée d'être le créateur d'un projet comme ça rend bien en fait, ça fait bien tu vois de dire que tu es créateur d'une marque de Mm. vêtements. En tout cas c'est ce que les gens c'est ce qu'ils ont dans la tête. Et du coup c'est ce truc là qui fait que c'est assez divertissant de regarder une vidéo qui va parler de ça, je pense. En tout cas moi c'est comme ça que je le Ok. vois. Ouais, non, t'as raison. Non, mais je te pose la question parce que j'étais justement en train de me demander, parce qu'en fait, c'est comme ça que je suis tombé sur ta chaîne. J'ai une recommandation sur créer une marque de vêtements. C'est pas particulièrement un sujet qui m'intéresse. Et Ah bah j'ai quand tu même vois, regardé la vidéo et j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai regardé ça? Parce qu'au final, j'ai pas ah du bah tout tu vois ça comme projet. c'est hyper intéressant. Genre c'est la première fois que quelqu'un me le dit concrètement. J'ai eu ta vidéo en recommandation. Je ne compte pas créer une marque de vêtements, mais ça Mm. m'a intéressé. Donc Ouais, ouais, je pense qu'en fait, ouais, t'as raison, je pense qu'il y a vachement ce côté de. En fait, je pense que dans l'inconscient collectif, t'as un côté barrière à l'entrée, tu sais. Tu te dis, j'ai pas accès à ces connaissances-là, ça m'a l'air compliqué. Du coup, j'ai un peu envie de craquer le code, tu vois. Mais juste par curiosité intellectuelle, en fait, finalement, ouais, je pense que ça va pas plus loin que ça, t'as raison. Et ouais, au final, moi, j'ai regardé ta vidéo, je sais plus laquelle c'était, mais c'était sur un truc très search, très SEO, justement sur la création de marque, et ouais, que j'ai regardé parce que j'étais vachement dans cet état d'esprit de me dire, ouais, j'aimerais bien savoir comment ça marche, quoi. Et je peux pas te donner de raisons pour lesquelles je veux le ouais bah voilà, savoir, quoi. c'est ça. Mais du coup voilà, Ouais. en fait tu viens de le dire, c'est une espèce de curiosité intellectuelle.
Et, euh, Mm. et je dois dire que ce genre de vidéo marche vraiment bien sur ma chaîne. En tout cas, c'est celle qui marche le mieux. Donc, bah écoute, Mm. j'ai trouvé un secteur, j'ai trouvé un endroit où être. Donc voilà, Trop bien. Bah ouais, carrément. Trouver une c'est niche, ça. super. Du coup, pour parler peut-être un peu plus de graphisme, parce que t'es dans le graphisme en fait, du coup, comment est-ce que tu envisages le graphisme d'une chaîne YouTube par exemple, ou quand tu travailles pour un client, comment est-ce que tu envisages son graphisme? C'est quoi les étapes un petit peu pour créer la charte graphique Alors de moi, la quelqu'un? première chose que je fais à chaque fois que j'ai un client, c'est que ce que je fais, c'est que je fais un appel pour discuter avec la personne, pour un petit peu Mm. voir son état d'esprit et lui poser des questions qui seraient un peu plus, ce serait plus long en fait de poser ces questions à l'écrit. Donc souvent je fais un appel qui dure pas Mm. très longtemps, qui dure une quinzaine de minutes et qui me permet de me faire une idée du projet, de l'objectif, de l'image que la personne veut véhiculer au travers de son projet. Et où je leur demande souvent aussi aux clients, enfin systématiquement, est-ce qu'ils ont déjà une idée de charte graphique, de couleur, de style graphique, est-ce qu'il y a des images qui peuvent me montrer, qui les intéressent, enfin qui les inspirent plutôt, etc. etc. D'ailleurs, souvent on me montre des images de la concurrence ou ce genre de choses. Donc Mm. ça part de là. Et ensuite, bah, du coup, il y a un gros travail de réflexion sur comment concevoir cette direction artistique en particulier, ce branding. Donc voilà, il n'y a pas de méthode miracle, vraiment, c'est encore une fois, c'est la réflexion. Et ça passe par beaucoup d'inspiration. C'est-à-dire que quasi systématiquement, je me pose d'abord, je réfléchis, et très rapidement dans mon process, je vais regarder sur certains sites des images qui peuvent m'inspirer. Et pas forcément pour les copier, parce que parfois c'est des choses qui sont bien différentes, mais il va peut-être y avoir un endroit, Mm. tiens, un encart qui contient du texte, cet encart-là il est pas mal, tiens, je le garde en mémoire. Là, il y a un jeu de couleurs au niveau d'un contraste, d'un dégradé, ça c'est pas mal, je vais le garder aussi, tu vois. Et ce genre de choses, c'est plein de petits éléments, et voilà. J'avais entendu une fois un bon graphiste et un bon voleur, tu vois, ou un bon copieur, et je pense Mm. qu'il y a vraiment il y a du vrai là-dedans. Donc évidemment, faut pas plagier, parce que bah, déjà c'est pas très légal, et en plus de ça, ça nous amène pas. Ça nous amène nulle part, et c'est pas juste pour faire un petit peu de la morale, c'est vraiment qu'en fait, si un jour bah, tu te retrouves avec un client qui a un projet qui est bien particulier et qui n'existe pas dans la concurrence quelque chose qui ressemble à ça, comment tu fais si t'as rien à copier, tu vois. Mm. Donc faut savoir aussi créer euh, de A à Z. Mm. Mais voilà, ça passe quand même beaucoup par la recherche de ce qui se fait ailleurs et sur des thématiques parfois qui sont pas les mêmes, mais qui peuvent m'inspirer. Ok. C'est marrant parce qu'en fait, au final, c'est vachement la même logique que derrière la création de contenu où tu es vachement dans une logique de je consomme ce qui se fait, je m'en inspire, je l'intègre, je prends des notes, je le garde de côté, etc. pour créer quelque chose. C'est. Ouais, moi, je pense que c'est propre en fait à tous les boulots créatifs en fait finalement d'avoir cette démarche pas de voleur comme tu dis mais d'inspiration où tu vas aller collecter ce qui se passe et Ouais, tu vas exactement, aller ouais. ajouter ta patte C'est et de la ça. veille Ouais. finalement. Voilà, moi Mm. par exemple, j'ai des dossiers dans lesquels je range des fois, juste je me balade sur Instagram, je vais voir un truc qui m'intéresse parce que c'est bien fait, c'est bien construit et c'est intéressant. Je vais screen, je vais le mettre dans mon dossier Mm. et je sais que ben, un jour, si j'ai besoin, je peux retomber dessus et puis voir comment le mec qui a créé ce visuel-là, ben, qu'est-ce qu'il a fait en fait. Et donc, Mm. voilà, et ça peut me donner une idée pour un projet que je vais peut-être faire un mois plus tard, peut-être un an plus tard, qui n'a absolument rien à voir avec la thématique de base. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et comme tu dis, je pense que toutes les personnes, ou là en tout cas la plupart des gens qui sont dans le milieu de la création de contenu, ont un petit peu un process qui ressemble de près ou de loin à ça, c'est-à-dire de screen des trucs qui les inspirent, de noter, voilà, bref, de collecter, comme tu disais tout à l'heure, des choses qui peuvent après Mm. servir d'inspiration pour plus tard. Et tu trouves cette inspiration où? T'as parlé d'Instagram, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits Ouais, où alors tu Instagram, vas? c'est même pas la source première. Moi, ma source première, c'est Pinterest au niveau graphique. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Il Ok. suffit de taper une requête et puis on a pas mal de travail qui ont été réalisés par des graphistes en tout genre. Voilà. Sinon, d'un point de vue vraiment purement graphique, il y a Behance, donc qui est vraiment pas mal. Mhm. Behance pour ceux que ça intéresse. Dans le même délire, il y a Mhm. Dribble avec 3B. Ouais. Tous ces sites-là, qui en fait, c'est des espèces de réseaux en fait, mais pour les créateurs, pour les graphistes, ouais, graphistes, designers de manière globale.
Et on contrôle un peu de tout. On peut trouver aussi bien de l'interface d'application que je sais pas moi, des projets artistiques. Et du coup, il y a un large éventail de créations artistiques et on va dire graphiques. Parce que je distingue quand même le graphisme et l'art. Il y a quand même deux choses qui sont quand même un peu différents. Mais du coup, on trouve pas mal de choses comme ça. Et puis moi, ça m'arrive régulièrement de relever des projets qui sont intéressants. C'est surtout là-bas, ouais. Donc je dirais Pinterest et Behance, vraiment les deux sources d'inspiration premières. Puis Google Images, hein. Des fois c'est tout bête, mais Google Images, ça marche très bien aussi. Hein. Ouais. Ouais. Tu dis que tu dissocies le graphisme et l'art, tu les dissocies Je comment? dirais que, alors là, j'ai pas envie de rentrer dans un débat philosophique et sur, voilà. Genre, Ouais, en 2 minutes, en d'autant deux plus que minutes. je vais peut-être me faire tacler là-dessus, mais moi, ma vision des choses, c'est que l'art, il n'y a pas de but fonctionnel derrière, si ce n'est de contempler une chose, alors que le graphisme, ça va servir quand même un intérêt on va dire, commercial, marketing, visuel, ce genre de choses. Donc, ouais, c'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose. Même s'il y a une forme d'art Ouais. dans le graphisme, et il y a peut-être une forme de graphisme dans l'art, j'en sais rien, bref. Voilà. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et est-ce que tu vois une différence de valeur entre les deux? Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans les milieux plus artistiques, où j'ai l'impression que toi, t'es dedans, vu que t'es graphiste, etc. Est-ce que tu vois une... Est-ce que tu vois une différence, toi, de valeur entre les deux? C'est-à-dire, tu te dis, ouais, d'un côté, je travaille pour de la pub ou pour des réseaux sociaux, c'est pas intéressant, et de l'autre, je fais du travail plus artistique, plus grand, entre guillemets. Est-ce que Alors, toi, t'as cette objectivement, je distinction-là? trouve pas qu'il y ait de différence de valeur. Je sais que dans certains milieux artistiques, il y a des gens qui ont une forme de mépris pour ceux qui vont faire du petit Mm. art, entre guillemets, donc du Mm. non-art, en fait, voilà, donc du graphisme qui est dédié directement à des entreprises commerciales, on va dire. Moi, c'est pas mon cas, je m'en fous un petit peu, je fais ce que Mm. je fais, point barre. Maintenant, d'un point de vue subjectif, ouais. D'un point de vue subjectif, j'ai des préférences comme tout le monde, donc ça va plus être ça, au final, que Ouais. réellement un jugement de valeur, quoi. Voilà. Ok. Ouais, moi, je viens du monde de la photo, et je sais que dans la photo, c'est hallucinant. Enfin, t'as vraiment des gens qui travaillent, tu sais, pour faire du Ouais, contenu Instagram, quoi. Donc, ils vont aller voir des business pour aller faire des photos pour du contenu, pour du Instagram et tout ça. Et à côté de ça, t'as les mecs qui vont aller shooter à ouais. l'argentique pour faire de l'art, tu sais. Et t'as vraiment les deux, ils se parlent pas, quoi. C'est vraiment, les deux sont ennemis, ils sont dans leur camp, voilà. Et moi, ça me fait toujours marrer parce que d'un côté, t'as des mecs qui font de l'argent, qui vivent, quoi, et de l'autre, t'as des mecs qui galèrent. Donc, Ouais, non, je vois c'est très pour bien ça ce que que ça me fait tu un veux peu. dire. Ouais, après, je comprends. Moi, Ouais. j'ai pas ce point de vue-là. Moi, comme je te dis, j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Après, je comprends certaines choses. Effectivement, Mm. c'est toujours le débat éternel entre les puristes d'un côté et ceux qui vont pas l'être. Voilà. Est-ce que Mm. le mépris que ces puristes-là peuvent avoir pour d'autres, est-ce qu'il est légitime ou non? Enfin bref, moi, franchement, je suis un peu loin de ça. Mais je sais que ça existe. Voilà, Ouais. c'est un très bon exemple, l'exemple de la photo. J'avoue que je suis Mm. pas trop dans ce milieu-là, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Du coup, vu comment tu le décris, bah, c'est exactement ça. Voilà. Mm. Ouais. Ok. Ouais, donc pas prendre des Ouais, camps ouais, ouais. extrêmes, c'est très bien. Ouais, en fait, il faut faire ce Ok. qu'on a envie de faire dans le secteur d'activité dans lequel on est, quoi, point barre. Et moi, j'ai aucun problème à aller m'inspirer de Ouais, ce c'est que clair. font certains artistes qui sont réellement des artistes de leur côté pour l'incorporer à mes Mm. créations. Et s'il y a des gens qui prennent mes créations pour en faire de l'art, enfin, qui s'en inspirent, c'est très bien aussi. Ou, tu vois, j'ai aucun souci avec ça. C'est des vases Mm. communicants pour moi, donc il n'y a pas de problème. Mm. Ok. Et au niveau de la création de contenu, est-ce que c'est donc notamment sur ta chaîne Clément Van, euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte des opportunités commerciales, Ouais, bien sûr. Alors, tu dirais? déjà, il y a le travail que je fournis moi, qui me rémunère, bien sûr. Mm. Ouais, j'ai eu des opportunités, on m'a contacté, des entreprises m'ont contacté. Étant donné que j'ai une chaîne qui parle de graphisme, notamment, on m'a pas mal contacté pour des outils graphiques. Donc, voilà, je ne citerai pas parce qu'il n'y en a aucun avec lesquels j'ai travaillé. J'ai systématiquement refusé parce que soit les conditions me plaisaient pas, soit l'outil en question me plaisait pas. Et puis comme j'ai pas l'extrême nécessité d'en vivre, j'en vis déjà, donc je veux dire, voilà, bref, j'ai le luxe de pouvoir refuser, on va dire. En tout cas, c'est un luxe que je m'octroie. Et donc pour le moment, j'ai Ouais, tu dépends pas à 100% de cette chaîne, en exactement. fait, au final, t'as Voilà. d'autres projets, donc Et ça du te coup, permet de... voilà, quand il y Ouais, a des, ok. Mm. moi, j'avoue que je suis je peux être un peu tête de mule là-dessus, mais quand une marque m'a contacté en me disant, voilà, on vous propose X euros, ce qui était quand même plutôt intéressant.
Voilà, donc telles sont les conditions. Il fallait que je fasse une vidéo. J'étais chaud, en plus l'outil était intéressant, l'outil en question, et ça m'aurait Mm. bien intéressé. Et voilà, il fallait que je fasse une vidéo. En plus, j'avais une vidéo qui était déjà toute prête et dans laquelle je pouvais incorporer le placement commercial. Ça aurait été vraiment parfait. C'était pile poil dans la thématique. Donc j'aurais pu dédier une minute ou deux de cette vidéo en parlant de cet outil. Mais la condition, c'était un truc tout con, c'était pardon pour le mot, il fallait mettre le logo de l'outil en question sur la miniature YouTube, et je leur ai dit que pour moi c'était un non-sens parce que ça allait juste diminuer le taux de clic, que c'était pas intéressant, et que je leur disais voilà, genre je leur ai dit Mm. j'accepte certaines conditions, mais juste les miniatures, laissez-moi faire, c'est mon métier, genre ne me forcez à rien là-dessus. C'est même dans votre intérêt à vous, puisqu'au final, la vidéo fera plus de vues. Et ils n'ont pas voulu, donc j'aurais dit, bah écoutez, on laisse tomber, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est un exemple, Mm. pour donner un exemple. Donc par rapport aux marques qui me démarchent, ouais, voilà. Ça, c'est super intéressant parce que enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être influenceurs justement pour parler de marque, etc., et qui ont un peu cette idée que c'est vachement, enfin, c'est très facile en fait. T'as juste quelqu'un qui t'envoie un mail et qui te dit, tiens, voilà, 5000 Ouais, c'est balles, ça. est-ce que tu peux me faire une vidéo? Mais la réalité du truc, c'est que c'est vachement plus compliqué que ça, quoi. Et il y a énormément de conditions, et les conditions en général ne vont pas, elles rentrent Bien vachement dans le sûr. process créatif. Euh, Moi, à l'époque, j'écrivais des articles de blog. À l'époque, il y avait des outils, mais les outils, c'était des catastrophes qui me contactaient, quoi. Des outils, enfin, hyper mauvais qui me contactaient. En fait, je passais énormément de temps à juste même filtrer les opportunités possibles. Ils rentrent dans le process de création de contenu alors que toi, c'est ce que tu sais faire. Et donc, en fait, c'est excessivement frustrant parce que, bah, comme tu le dis, ils te disent, bah, mettez ça dans la miniature. Et toi, t'es là, bah, non, mais si je le mets pas dans la miniature, en fait, Bien sûr. tous les deux, on y gagne, quoi. Genre, moi, je fais plus de vues, toi, tu fais plus d'argent. Enfin, voilà. Et eux, en fait, le comprennent pas parce qu'ils sont vraiment sur des guidelines super strictes. Et non, ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que le travail avec les marques, c'est beaucoup plus Bien sûr. compliqué que Moi, ce qu'on j'ai pas pense, quoi. trop, pour le coup, cette casquette influenceur. J'ai juste quelques marques qui m'ont contacté. Mais je pense Mm. qu'on demande à n'importe quel influenceur, ou surtout les youtubeurs, parce que c'est surtout à ça que je pense, les gros youtubeurs qui font des placements de Mm. produits, et dont les vidéos sont plus ou moins pilotées par la marque qui sponsorise la vidéo. C'est infernal, d'autant plus qu'on entend un certain qui disent que la vidéo elle a dû passer 8 fois en post-prod, enfin repasser en phase de production, parce qu'il y Mm. avait toujours un truc qui collait pas, qui allait pas. Bon voilà, après, ça fait partie du jeu. Les marques, je comprends aussi parce que j'ai été de l'autre côté aussi, en tant que créateur de marque de vêtements. Je comprends aussi l'intérêt quand on Mm. met de l'argent sur la table, d'avoir quelque chose qui nous permet d'avoir un retour sur investissement. Mais c'est vrai que des fois, ce qui est très frustrant, c'est quand Mm. on nous oblige en fait à faire certaines choses, on nous impose des conditions, voilà, qui sont en fait, qui nous paraissent contre-productives. Là, l'exemple de la miniature, c'était pour moi le summum enfin pas le summum non plus, j'exagère, mais c'était purement contre-productif, et je me suis dit, Mm. mais en fait, vous avez rien compris, on laisse tomber quoi. Donc voilà. Mm. Voilà. Mais sinon, avant de Bon, rebondir sur autre chose, parce que du coup, là, je ouais, t'ai vas-y, parlé vas-y. de tout ce qui était les opportunités commerciales avec des marques, mais c'est pas tout. Cette chaîne, ce qu'elle m'apporte aussi, pour le coup, c'est des clients, et ça, c'est quand même vachement bien. Donc, il y a tout ce volet-là qui, pour le coup, lui, est vraiment bon. Mm. Où j'ai énormément de personnes qui me contactent pour de la prestation graphique, visuelle, etc., etc. Et également, ça me sert aussi, cette chaîne YouTube, de légitimité pour des clients qui parfois, ouais, des plus gros clients. Je peux leur envoyer la chaîne en leur disant voilà ce que je fais. Vous pouvez regarder mon sérieux, mes créations, mes ceci, mes cela. Et là, pour le coup, ça marche bien. Ouais. Mm. Là, tu es à un stade où tu as plus d'inbound que toi de prospection ou Ouais, clairement. Ouais, ouais, c'est ouais, comment? très clairement. Ouais, ouais, en fait, Ok. c'est entre autres grâce à ma chaîne YouTube, mais là, pour le coup, c'est aussi grâce au bouche à oreille des clients que j'ai déjà. Et j'ai notamment quelques clients assez gros, on va dire, notamment un qui m'envoie pas mal de nouveaux clients. Donc voilà, encore pas plus tard que ce matin, là, j'ai reçu un petit message. Salut, je viens de la part un tel. Est-ce qu'on peut bosser ensemble? Donc je fais très peu de démarchage maintenant, finalement. Ouais. Ok. Ah ouais, non, c'est hyper intéressant. Et tu penses que... Bon, là, on va peut-être rentrer dans les chiffres, donc je sais pas si ça te branche d'en parler, mais tu penses que ta chaîne qui a 15 000 abonnés, tu penses que ça t'a rapporté combien de clients, combien Wow, de wow, c'est CA tu...
Alors, en soi, T'as c'est pas que j'ai pas estimé envie de ou donner pas? le chiffre, c'est que j'avoue, j'en avoir aucune idée en fait. Franchement, ouais, parce que. Ok. Combien bah, j'ai envie de te dire plusieurs milliers d'euros, tu vois, mais c'est tellement vague comme chiffre, Ouais. tu vois. Donc, entre 1000 et 1 million. Ouais. Ouais, non, Ok. non, ça veut Bon, très rien bien. dire. Je sais pas quoi dire, franchement. Je sais pas quoi dire. Ok. Ouais, non, non, c'est juste pour. Parce que je sais que, étant donné que le contenu prend du temps, il y a toujours cette question de te dire, bon, j'ai créé beaucoup de contenu, ça m'a pris énormément de temps. Est-ce que finalement, tu sais, au bout du compte, est-ce que ça m'a Ah rapporté quelque oui, alors chose? si Bon, c'est ça la j'imagine que toi, question, t'estimes oui. que oui. Un oui sans hésitation. Ouais, Bon, c'est ça. donc c'est le principal. Oui, oui, là, si c'était. Ok. En fait, je me Bah, dis à c'est le chaque fois, principal. franchement, je me remercie d'avoir fait les choix que j'ai fait. Je me dis, bah, j'ai bien fait de faire cette chaîne YouTube, j'ai bien fait de créer ma marque, quand bien même elle n'a pas fonctionné au final. Franchement, tout ça, j'en suis grave content parce qu'au final, ça m'amène là où je suis. Et il est évident que tout ça a été rentable pour moi. Donc, rentable d'un point de vue financier, mais même d'un point de vue humain et d'un point de vue expérience au final. Donc pour répondre à cette question-là qui est plus précise, oui, il n'y a pas de souci, c'est clairement rentable. Ouais. Ok. Et d'un point de vue, enfin, relation entre contenu et image de marque. Enfin, je sais que pendant très longtemps, on a dit que le contenu, ça, c'était qu'une histoire d'image de marque, tu sais, de renforcement de branding, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est rentré dans une phase où le contenu, c'est vraiment un outil qui te permet, voilà, de convertir et de créer de l'inbound, ou est-ce qu'on est vraiment resté dans ce truc très éthérien de, Ouais, non, je pense c'est que pas. du Je pense branding, que quoi. c'est trop réducteur de dire que c'est que du branding. Il y a même des gens qui produisent du contenu Mm, où il n'y a aucune question de branding qui rentre en compte et qui pourtant ont des entreprises qui sont très lucratives. Je pense à mm, des gens qui font du contenu un petit peu, du contenu très en quantité, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok notamment, et qui font des très belles sommes d'argent avec ça. Donc ils ont des entreprises qui sont très lucratives et qui pour autant ont une image de marque qui est quasiment inexistante. mm, Donc dire que la production de contenu, la création de contenu, c'est uniquement une question de branding, pour moi c'est factuellement faux. C'est parce qu'il y a trop de contre-exemples en fait. Maintenant, est-ce que la création de contenu peut servir des fins de branding? Bah alors là, la question est évidemment oui. Enfin, la réponse est évidemment oui. Donc voilà, moi je dirais que la création de contenu, mm. ça peut être du branding pour accentuer le branding, pour le développer. D'ailleurs, je le préconise dans mes vidéos, j'en parle de chaque élément de contenu que vous allez développer. Si vous avez vraiment l'objectif de créer une marque, il faut que ce soit un morceau de votre univers. Voilà. Et que au global, les gens puissent se faire une idée de votre univers et le saisir. Maintenant, le contenu, pour moi, avant tout, en premier lieu, c'est avant tout un hameçon. Voilà, c'est un hameçon qu'on envoie à la mer et qui permet, c'est une porte d'entrée pour les spectateurs vers le contenu qu'on propose, vers notre projet, etc., etc. Et potentiellement derrière vers notre offre marketing, vers notre produit ou que sais-je quoi. Ok. Ouais, non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que il y a ce créateur que je suis depuis très longtemps, que j'ai arrêté complètement de suivre il y a peu de temps, mais c'est Gary Mais bien sûr, Vaynerchuk, ouais. que j'imagine tu connais. Et Gary Vaynerchuk, donc il privilégie la quantité à la qualité très largement depuis 15 ans, 10 ans, je sais pas. Euh, et où en fait je me suis rendu Ouais. compte qu'il avait plus aucun branding, quoi. Enfin, je suis allé sur son compte et c'est devenu n'importe quoi. Il a 8000 formats différents, ça part dans tous les sens, etc. Bon, il y a sa tête qui est toujours sa marque, entre guillemets, mais à l'époque, je voyais qu'il travaillait énormément son format avec une police très propre, etc. Enfin, je sentais qu'il y avait une vraie patte graphique, etc. Et je vois là que depuis 2-3 ans, enfin depuis la grosse explosion de TikTok, on va dire, tout ce branding-là, il a complètement disparu et on est vraiment sur... Il n'y a plus de branding, Ouais, quoi, c'est le d'accord. contenu pour le Alors, contenu. oui, vas-y, je t'en prie, vas-y, continue. Et ouais, non, je disais, ouais, c'est intéressant comme différence parce qu'avant, il y avait vachement ce côté, notamment aux États-Unis, où ils étaient vachement en mode trouve ta marque, trouve ton branding et balance du contenu pour renforcer ce branding. Et j'ai l'impression que ça a complètement disparu. Et maintenant, on est vraiment dans ce truc de quantité, 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 Hmm. et on va voir ce qui Ouais, prend, je quoi. pense pas que ce soit Mm, entièrement faux comme idée, tu vois, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est plus tu balances d'hameçon à la mer, plus tu as des chances mm, d'avoir une prise. Mais en fait, mm, j'ai aucune leçon à donner à Gary Vee, tu vois, donc évidemment.
Mais pour le coup, je pense pas qu'il faille vraiment choisir, surtout à son stade à lui, où quand même il a une entreprise qui marche bien, il est connu, je pense qu'il fait de l'argent encore aujourd'hui. Donc en fait, Oui. pourquoi choisir Mm. entre, je dis pas entre choisir entre la qualité et la quantité, mais pourquoi choisir entre la quantité de contenu et le branding? Pourquoi pas faire les deux en fait? J'imagine qu'il a très bien les moyens de se payer Mm. des graphistes, des monteurs vidéo et tout plein d'autres personnes qui pourraient travailler avec lui et qui pourraient, pour chaque vidéo, quand bien même il en produit 15 par jour, qui pourraient lui créer une miniature propre, qui pourraient lui créer des assets Mm. visuels dans ses vidéos, qui pourraient faire tout ça en fait. Voilà, quand on n'est pas connu, qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on n'a pas beaucoup de moyens en fait, parce que notre projet marche pas encore très bien, là effectivement la question se pose. Mais à son stade à lui, en fait je trouve ça, je sais pas pourquoi il a pris ce parti là. Après voilà, je me base sur ce que tu me dis parce que moi je suis pas allé, j'avoue que je le suis pas non plus en fait. Donc mais c'est intéressant Mm. comme remarque. Ouais. Ouais, en fait, c'est justement, je suis assez d'accord parce que c'est très bizarre et je sais que, enfin, il a une équipe, enfin, une entreprise propre pour son contenu à lui qui s'appelle Team Gary, où je crois ils doivent être 15 ou 20. Enfin, ils étaient une vingtaine à l'époque, je sais pas s'ils sont toujours 20. Mais ouais, ouais, il y a énormément de gens et en fait, leur boulot, c'est vraiment tous les jours de sortir 150 contenus de Gary Vee. Et ouais, ouais, je comprends pas pourquoi ils ont autant dévié du branding qu'il avait construit pendant tant de temps. Et moi, Mhm. je sais pas, je trouvais ça intéressant. Euh, Ok. Après, voilà. cela dit, c'est leur C'est business et tout. s'ils font ça, c'est peut-être qu'ils ont ils ont peut-être des statistiques, des analytics derrière qui leur montrent que plus c'est brouillon, plus c'est bordélique, plus ça marche. Hein, va savoir. Je sais pas. Bah, certainement, ouais. Bah, de toute façon, enfin, moi, je suis parti du principe que des gens de cette taille-là, ils font plus des choses au hasard, en fait, au final. Donc, s'ils le font, c'est que ça marche mieux. Bon, Et, en et tout voilà, cas, c'est tout. Faut pas se vraisemblablement, ils poser y la gagnent, ça question. c'est sûr. Ouais. Et ouais, c'est clair. Du coup, toi, vu que tu crées énormément de contenu, est-ce que tu as des grands conseils, des grands principes pour les aspirants Alors, créateurs de contenu aujourd'hui? ouais, c'est une question qui est assez complexe. Quels conseils est-ce qu'on pourrait donner à des créateurs de contenu? Je Mhm. dirais que déjà, il faut pas avoir Mhm. peur de passer par l'étape de la réflexion. Euh, alors, faut trouver le juste milieu. Tu sais, on dit souvent voilà, que si on cherche à avoir un produit parfait, on le lance jamais. Et c'est vrai qu'il faut éviter de tomber dans ce piège-là. Malgré Mhm. tout, c'est quand même bien de réfléchir en amont à ce qu'on fait, réfléchir à son identité visuelle, réfléchir à sa communication, à son axe d'approche, réfléchir aussi à la cible qu'on va toucher ou qu'on peut toucher. Même si des fois, au final, on tape complètement à Mhm. côté de ce qu'on avait ciblé à la base. Mais c'est quand même bien d'avoir un peu un avatar. Voilà, un avatar client quand on vend quelque chose ou pas client hein, si on vend pas quelque chose. Mais voilà. Et ce que je conseillerais quand même à des gens qui se lancent dans la création de contenu, c'est d'analyser la niche dans laquelle ils se lancent et de ne pas avoir peur de produire du contenu pour le coup en Mhm. quantité quand même au début pour voir qu'est-ce qu'il peut prendre et qu'est-ce qu'il prend pas. Même si c'est pas parce que ça prend pas que ça marchera pas. C'est Mhm. peut-être juste que parce que ça prend pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de travail sur ce format-là en particulier. C'est possible. Mais en tout cas, ça peut laisser Mhm. présager en tout cas des choses qui vont bien marcher dans le lot. Donc voilà, mais en vrai c'est hyper vaste parce que s'il y a quand même un conseil que j'ai envie de donner, je sais pas si on en parle maintenant ou plus tard, mais c'est sur parce que j'avais noté dans le sommaire de la vidéo que tu m'avais envoyée, enfin de cette entrevue, des choses et il y avait notamment un volet, mais je vais en parler maintenant du coup. C'est tout ce qui va être la compréhension du marché Mhm. et un concept en fait au travers de ma pratique que j'ai entre guillemets développé. Alors voilà, je me prétends pas sociologue ni rien, hein, voilà, on se calme. Mais, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose que j'ai constaté, c'est que j'ai pu constater qu'il y avait deux types de marchés. Il y avait les marchés que je dirais des marchés de Ok. conformité et d'autres marchés qui vont plutôt être des marchés de rupture. Et donc il y a des marchés dans lesquels il va falloir avoir une esthétique et une création de contenu qui se conforme à ce qui existe déjà, et d'autres dans lesquels il peut être intéressant d'arriver avec un modèle complètement de Mhm. rupture et réinventer presque la roue. Donc voilà. Et je pense que si j'avais un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer dans la création de contenu, c'est essayer de regarder si la niche dans laquelle vous êtes, déjà trouvez votre niche, et la niche dans laquelle vous êtes, est-ce que c'est plutôt une niche de conformité ou une niche de rupture? Auquel cas, vous allez plus produire des contenus comme ce qui existe déjà, ou d'un autre côté, plus des choses qui n'existent pas, qui vont être un peu, comme je disais, en rupture. Alors, je vais peut-être te donner un exemple,
pour que ce soit un peu plus parlant. J'avais noté des exemples Ouais, carrément, ouais. qui sont peut-être pas les meilleurs, hein, donc j'entends, mais voilà, c'est pour donner des idées. Dans les marchés que je qualifie de conformité, il va y avoir notamment la niche des bébés, des enfants, tout ça. Donc si on propose des choses pour les enfants, ou voilà, si on arrive avec un branding qui est trop adulte, qui est trop voilà, ça marchera pas en fait. C'est les parents qui regardent des trucs pour enfants, ça peut être tout, hein, ça peut être, on regarde tous les milieux qui touchent les enfants, ça va être les couches pour bébés, ça va être le contenu animé pour les enfants, ça va être tout ça, c'est toujours très enfantin, c'est très coloré, c'est souvent des dessins, c'est ce genre de choses. Mhm. Si on arrive avec un contenu qui est complètement différent au niveau visuel, ça marchera pas. Donc là, il va y avoir plutôt un effet de conformité, il va falloir se conformer aux règles qui sont en place dans ce milieu-là. Ça va être pareil avec le luxe, je pense, notamment. Je suis pas un grand connaisseur des marques de luxe, mais c'est vrai que c'est toujours très sobre, toujours très élégant. Et si on arrive avec quelque chose qui est beaucoup plus extravagant, beaucoup plus coloré, beaucoup plus tout ça, ça peut peut-être marcher, hein, je dis pas, hein, mais ça risque de trop faire rupture et Mhm. de pas être suffisamment dans les codes du marché qui est en place. Et puis à l'inverse, du coup, les niches de rupture, on va avoir par exemple la niche de l'entrepreneuriat. Je pense que là, c'est tout à notre intérêt dans cette niche-là de créer de la rupture avec ce qui existe déjà. Et notamment aussi la niche du sport que j'ai noté. Alors je sais pas si c'est la plus pertinente, mais je pense que dans le milieu du sport, il y a quand même pas mal de place pour les choses novatrices. Donc voilà. Et puis oui, après j'ai envie de dire, je pense pas qu'il y ait des marchés qui soient à 100% de conformité et d'autres qui soient à 100% de rupture. Je pense que c'est toujours un mix un peu entre les deux. Mais donc voilà, si j'avais un conseil à donner à des créateurs de Mhm. contenu qui voudraient se lancer là-dedans, essayez de vous poser cette question-là. Est-ce qu'il faut plus que je me conforme à ce qui existe déjà, ou est-ce qu'il faut plus que je sois en rupture avec ce qui existe déjà? Voilà. Tu parlais de... Tu parlais de marché de rupture et marché où il faut que tu suives les tendances. Tu as donné des exemples et c'est trop bien, mais du coup, comment est-ce que tu sais si ton marché il a besoin de l'un ou de l'autre? Ouais, j'avoue que c'est une Mhm. bonne question ça. Je dirais que c'est faut regarder ce qui se fait et regarder s'il y a des gens des fois qui... En fait, on peut voir aussi il y a des marchés qui vont être des marchés de rupture où il y a moins de choses qui se ressemblent, je Mhm. pense. Donc ça peut donner une indication. Et d'autres où quasiment tous les contenus se ressemblent. Et puis après, c'est aussi de l'intuition et c'est du bon sens, je pense. Et du test, pourquoi pas aussi. D'autant plus que, en réalité, une identité visuelle et du contenu, on peut très bien varier en cours de route. Donc voilà, là j'avoue que j'ai pas de mode Mhm. d'emploi, tu sais, tout prêt, tout défini pour définir ça. Mais voilà, c'est une réflexion que je pensais intéressante à développer et à partager. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile maintenant que j'ai expliqué tout ça de définir vraiment qu'est-ce qu'un marché de rupture et qu'est-ce qu'un marché de conformité. Donc ouais, ouais. Tu penses que c'est quoi les plus gros défis d'un créateur de contenu aujourd'hui? Les plus gros défis, ça va être disons, de créer du contenu qui va être vu. Mhm. Je pense que c'est le plus Mhm. gros défi, puisque c'est un peu l'intérêt d'un contenu. Peu importe quel est l'objectif derrière, que ce soit qu'il y ait une réalité financière ou pas, un objectif financier ou non, peu importe, dans tous les cas, si on fait du contenu, c'est pour qu'il soit vu. Et donc, le, plus gros, le plus gros défi pour un créateur, ça va être de créer du contenu qui va être visible, qui va être vu, donc qui va être intéressant, qui va être propulsé par les algorithmes des plateformes c'est-à-dire qu'il va répondre à certains codes, voilà, où le watch time il va être optimal, ce Mhm. genre de choses. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est le plus gros défi, ouais. Et du coup, comment tu le surmontes ce défi en créant plus de contenu? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Comment tu surmontes ce défi? En créant plus de contenu, ouais, ça peut être une opportunité. Enfin, ça peut Mhm. être une solution. Comme je disais tout à l'heure, je pense que quand on se lance, c'est pas mal de. En fait, je prends du temps de réflexion parce que j'essaie d'imaginer au travers de faire une synthèse au travers de tous les clients que j'ai, de tout le contenu Bien que je sûr. vois aussi, voir est-ce que je peux en tirer des généralités, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile, c'est toujours ça, tu vois, ce truc-là. Je dirais que de manière générale, créer plus de contenu, encore une fois, ça envoie plus de hameçons. Et le contenu, en principe, la plupart des plateformes encouragent la création de contenu. Il y a eu cette tendance pendant un moment, je me rappelle, j'en entends moins parler maintenant, mais avant c'était assez présent, c'était un jour une vidéo Ouais, sur YouTube, clairement, ouais. le 30 vidéos Mhm. 30 jours là. Et toutes les personnes qui faisaient ça, en tout cas la plupart, avaient l'air d'avoir des résultats plutôt concluants. Donc je pense que la plupart des plateformes, c'est logique puisqu'elles ont des intérêts financiers derrière, vont propulser des créateurs qui créent plus de contenu. Maintenant, naturellement, plus de contenu, c'est donc plus de temps.
et la question de la rentabilité du temps qu'on investit, elle rentre en compte aussi. Mais voilà, et sinon, ça peut être aussi de soigner son contenu davantage, peut-être de plus de qualité. Parfois, il y a des trucs tout simples, hein, mais tiens, un conseil. Tu demandais tout à l'heure un conseil, la qualité audio, c'est hyper important. La qualité audio, c'est presque plus important finalement que la qualité vidéo. L'image peut ne pas être au top, les gens pourront quand même s'accrocher à regarder, mais s'il y a une voix, s'il y a un dialogue, quoi que ce soit, et que ce son il n'est pas audible ou qu'il est difficilement audible, les gens décrochent. Les gens décrochent très rapidement. Donc, soigner au maximum son image et son son, en priorité le son. Donc, investissez dans un micro si vous parlez. Voilà, ce genre de choses, quoi. T'as une recommandation pour un micro ? Alors, moi, j'utilise quoi ? Alors, attends, je vais regarder au dos de mon micro. Parce que t'as un super son, donc je te demande du coup. Alors, moi, c'est... alors, je viens de regarder. Moi, c'est un Bird UM1, il me semble, de mémoire. Donc, qui en plus est un micro vraiment pas cher. Donc petit placement de produit. Il est pas si cher que ça, je crois que je l'ai payé 50 ou 60 euros. Ouais, je viens de voir, 49 euros. Ouais, carrément. Bah voilà, tu vois. Dingue. Voilà, donc franchement, très bon micro qui fait le taf. Et j'ai acheté avec un trépied pour qu'il soit près de la bouche. Et avec un filtre anti-pop, voilà, donc pour éviter... donc voilà, je suis encore en travail pour augmenter la qualité de mon son, parce qu'il y a quand même des choses dont je suis pas très satisfait des fois. Encore les pop, justement, qui sont un peu trop élevés par moment. Je sais pas si ça s'entendra dans cette je trouve que c'est assez négligeable. Je pense que tu as de très hauts standards. Ok, voilà, mais ouais, voilà, il y a une question de perfectionnisme qui rentre aussi en compte. Mais moi je m'en suis vraiment rendu compte, hein. D'ailleurs c'est un truc qu'on m'a souvent fait remarquer sur ma chaîne, c'est la qualité sonore. On m'a souvent fait remarquer que ma voix était agréable, alors j'ai essayé de faire un travail là-dessus, et que la qualité sonore était plutôt bonne. Et du coup, quand j'ai vu que les gens commençaient un petit peu à parler de ça, et c'est vraiment, hein, j'ai eu pas mal de commentaires d'un moment, et j'en ai encore aujourd'hui qui me disent ouais, bien le son, machin truc, et je m'attendais pas du tout en fait en lançant cette chaîne d'avoir des commentaires, des compliments sur la qualité audio de mes vidéos. Voilà. Donc je m'attendais évidemment à avoir des compliments sur le graphique, l'aspect graphique et tout, puisque c'est un peu l'intérêt de ma chaîne, mais j'ai été surpris de voir ce genre de commentaires autant, entre guillemets, proportionnellement à la quantité de mes commentaires, et j'en ai déduit que vraiment c'est quelque chose qui plaît aux gens, et du coup j'ai mis le paquet là-dessus. Donc j'ai investi sur un autre micro, puisqu'à la base j'avais un micro qui était nettement moins bien, mais voilà, donc ouais, négligez pas la qualité audio, c'est hyper important. Et puis de manière générale, quand vous voyez qu'il y a un contenu, vous sentez qu'il y a un potentiel, il faut pas non plus avoir peur de passer du temps dessus, de création. C'est vrai que des fois, on en parlait en off, hein, mais une autre fois, mais des fois on passe beaucoup de temps sur un contenu, à créer quelque chose, on va passer des heures et des heures sur une vidéo qui va être montée avec un travail de recherche qui va durer 20 ou 30 minutes, et au final elle fait 14 vues, et c'est vraiment frustrant et dégoûtant, mais c'est aussi parfois le genre de vidéos qui vont vraiment bien marcher, surtout dans certaines niches. Donc voilà, en tout cas s'il y a une histoire à raconter dans une vidéo, s'il y a vraiment une histoire à raconter avec du storytelling et tout ça, franchement ça peut valoir le coup de passer beaucoup de temps de création dessus. Donc n'hésitez pas à faire de belles transitions, à mettre des effets sonores aussi, rendre la vidéo la plus dynamique possible, c'est-à-dire des effets visuels, donc de transition de plan, ce genre de choses, mais aussi des effets sonores. Le son, c'est encore une fois, c'est hyper important, et pas uniquement que la voix, aussi tous les petits bruitages, les petits effets qui vont accompagner la vidéo et la rendre bien plus dynamique. La musique, ça peut valoir le coup aussi de prendre du temps à choisir la bonne musique, éventuellement acheter des plateformes, des musiques sur des plateformes qui vont être plus travaillées, tout ça, et pourquoi pas vraiment, si vous avez un projet qui permet de faire composer une musique sur mesure, ça peut être une possibilité aussi. Moi je sais que ça a été le cas, et c'est le cas d'ailleurs actuellement sur un projet, donc ouais, voilà. Ok, ouais, donc le son, on met tout à balle sur le son. Mais t'as raison, hein, moi je suis largement plus focalisé sur le son que je suis sur l'image au final quand je regarde du contenu. Il faut encore que je règle mon setup son. Je le trouve pas à la hauteur de ce que j'aimerais, mais ouais, je vais y arriver. Franchement, c'est déjà très propre, hein. Moi c'est pareil, là j'écoute depuis tout à l'heure, c'est très propre. Et mais après, comme tu me disais tout à l'heure, c'est une question de standard, hein, donc c'est ça, et notamment quand on consomme énormément de YouTube, je pense que c'est aussi, tiens, on fait un peu du hors-sujet, mais je crois que c'est aussi un peu un gros problème quand on parle de création de contenu, c'est qu'on consomme tellement de contenu qu'on commence à avoir des standards qui sont hallucinants, quoi. Et moi, je sais que je suis des YouTubeurs qui ont des équipes de 15 personnes pour les aider à filmer,
et que je me Exactement. dis putain, mais pourquoi moi c'est pas aussi bien? Bah ouais, parce que je suis tout seul et que j'ai pas 250 000 dollars de matos, quoi. Euh, Ouais. Mais j'allais y mm, venir, ouais, quand tu me parlais de ça, c'est ça, c'est que on est aussi nos standards sont biaisés parce qu'à l'écran, à la caméra, tu vas voir un Squeezie, par mm. exemple, il est tout Ouais, seul, tu vois. complètement. Mais derrière, en fait, il y a une équipe de, comme tu dis, de 15 personnes, voire plus, avec une grosse société de production. Il faut quand même se rendre compte, je sais pas si certaines personnes ne se rendent pas suffisamment compte, mais aujourd'hui, YouTube, c'est devenu aussi massivement investi que la Ouais, télé. complètement. Il y a des équipes de production avec des millions d'euros en jeu. Et donc, il y a évidemment des gens qui ont tout, qui est à la perfection. Les setups, les micros, les caméras, les lights, les tout. Donc, forcément, quand on est tout seul et que notre chaîne YouTube, elle nous génère 80 € par mois, si encore on a eu la chance d'avoir une chaîne monétisée, évidemment, on peut pas prétendre aux mêmes choses, ou en tout cas, c'est beaucoup plus Ouais, compliqué. c'est clair. Ouais, c'est clair. Et vu qu'on voit tout ça à travers les standards qu'on a, tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué, quoi. Enfin, moi je sais que je re-regarde mes vidéos et je me dis putain, la qualité ça va pas, le son ça va pas, etc. Alors que je fais ça avec beaucoup plus de matériel qu'une personne lambda déjà de base. Et voilà, quoi. Et simplement parce que ce qu'on Après, regarde est tellement produit que forcément on a des standards qui sont plus du tout atteignables maintenant. bien Mm. sûr, ouais. Après, voilà, c'est aussi une question de. C'est aussi partie du Mm. processus. C'est-à-dire que moi, c'est pareil, les premières vidéos de ma chaîne, je les regarde, elles me. Limite, enfin, franchement, j'ai envie de les supprimer, Mm. quoi. Je le fais pas parce que ça me rapporte des vues et puis parce que bon, ça fait partie du jeu, Mm. tu vois. Mais il faut aussi prendre en compte que notre projet il évolue et que la qualité de ce qu'on produit, ça évolue avec le temps et en positif, a priori. Ouais. Donc ça, c'est un petit message pour ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à vous lancer si c'est pas au top. De toute façon, que ce soit au top ou non, dans un an, vous trouverez vos premières productions dérisoires par rapport à ce que vous ferez dans un an du coup. Donc franchement, faut pas trop fixer là-dessus. Essayez d'avoir une qualité sonore qui est bonne, en tout cas qui est audible. Si c'est pas audible, franchement laissez tomber. Attendez un petit peu d'investir du matériel un peu meilleur, mais les gens n'écouteront pas. Mais à partir du moment où c'est entendable et où l'image est plutôt bonne, franchement ça va. Mm. Voilà. Après, c'est au fur et à mesure qu'on se peaufine et qu'on améliore les choses. Ouais, c'est clair. J'aimerais avoir ton avis sur le futur de la création de contenu. Qu'est-ce que tu penses que ça va devenir? Est-ce qu'on va être remplacé par des IA? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles Yes. plateformes? Est-ce que Facebook va revenir? Alors non. Ok. Non, je déconne, j'en sais rien. Pour le coup, je suis personne pour dire si Facebook va réémerger ou pas. Mhm. Mais c'est marrant parce que du coup, pour un peu expliquer aux spectateurs, j'ai eu du coup le sommaire. Vous m'avez passé le sommaire de cette entrevue à l'avance Mhm. et du coup, j'ai un peu préparé certaines réponses à des questions, histoire de donner un maximum d'infos. Et du coup, parmi les axes sur l'avenir de la création de contenu, j'ai notamment marqué l'IA, hein, l'intelligence artificielle, Ouais. qui pour moi est vraiment le point central de cette partie-là. Mhm. Parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle est en train de rebattre les cartes de manière massive dans le secteur de la création de contenu comme dans d'autres secteurs d'ailleurs. Et je pense effectivement qu'on va voir émerger des chaînes qui vont être 100% automatisées. Ouais. Donc ils vont être des chaînes 100% conçues, gérées, créées par l'intelligence artificielle, ou en tout cas en grande partie, il y aura toujours peut-être un humain derrière pour vérifier. Parce qu'en fait, là actuellement, on en est au stade où on a des outils IA qui sont de plus en plus perfectionnés Mhm. et performants, mais qui sont toujours dans des secteurs bien particuliers. On va avoir une IA comme ChatGPT qui génère du texte, Mhm. on va avoir une IA comme Midjourney qui va générer des images, Mhm. on va avoir ceci, on va avoir cela. Mais bientôt, on va avoir des IA qui vont pouvoir fonctionner ensemble en cohésion dans un écosystème, ou peut-être même une IA un petit peu ultime qui va réussir à faire plusieurs tâches en faisant appel peut-être à des IA mineurs en dessous qui pourront, voilà. Bref, il y aura des IA bientôt qui pourront créer des chaînes YouTube, les animer, créer leur propre contenu, réfléchir à du contenu, etc., etc. Aujourd'hui, en utilisant certains outils, on peut déjà faire ça en grande partie, Mhm. avec une action humaine quand même derrière. Mais moi, mon pronostic, entre guillemets, ma prédiction, c'est que très rapidement, et c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, hein, je suis pas au courant, mais peut-être que c'est déjà le cas, des chaînes qui vont tourner quasiment en automatique Mhm. là-dessus. Et du coup, ça risque effectivement d'inonder les plateformes de création de contenu de ce contenu généré par l'intelligence artificielle. Et donc, ça risque de rendre les choses encore plus compétitives qu'elles le sont actuellement. Du coup, quel avenir pour nous? Bah, c'est tout le débat autour de l'intelligence artificielle. Mhm. Mais il y a quand même un truc qui est positif, c'est qu'il y a des choses que pour le moment l'IA ne pourra pas remplacer, c'est l'aspect humain, Mhm. malgré tout.
Donc voilà, ça peut paraître très bateau. Mais j'ai noté des trucs et que je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui nous regardent. Tu me diras ce que tu en penses, mais c'est de mettre l'humain au centre des contenus. Moi, je constate quand même qu'il y a pas mal de contenus qui ont percé, qui ont émergé depuis ces dernières années. C'est tous les types de formats vidéo qui vont accompagner le créateur dans son quotidien. Donc, ça peut être les vlogs, c'est le moyen le plus connu, on va dire, le format le plus connu. Ouais. Mais il y a une explosion aussi des contenus du type j'achète une maison et je la retape, par exemple. Tu vois. Complètement. Et de gens qui vont, un couple qui achète une maison, ils vont montrer les travaux qu'ils font, etc., etc. Et en fait, c'est une aventure humaine. Et du coup, on suit ça. Et ça, une IA, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, elle ne peut pas le produire. Complètement. Ça sera peut-être le cas le jour où les IA seront capables de produire des images, des films, concrètement. Ça risque d'arriver, je le pense. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc là-dessus, il y a encore un marché à prendre qui est... Voilà, ça peut être, je sais pas, aussi de l'autoconstruction d'une maison. C'est pareil, voilà, on reste dans la même démarche, mais c'est un peu ça. Bref, le lancement d'un projet entrepreneurial par exemple aussi, ce genre de choses, tous les trucs comme ça où ça fait un peu backstage, un peu coulisses au quotidien avec une personne, ça c'est du contenu qui marche bien quand même. Je trouve que ça perce pas mal. Je pense que je saurais pas trop dire à cause de quoi c'est. Est-ce que c'est un besoin peut-être des gens de se reconnecter à quelque chose d'un peu plus humain, peut-être aussi le côté storytelling, le côté de suivre une personne. Peut-être aussi la catharsis, le fait de vivre un peu par procuration, de voir quelqu'un faire quelque chose que nous, on n'a pas les moyens ou financiers ou même intellectuels ou l'envie de faire tout simplement. Je sais pas, mais en tout cas, force est de constater que ça marche. C'est clair, et j'allais ajouter aussi, parce que j'ai essayé d'utiliser ChatGPT pour me rédiger des vidéos par exemple, et ChatGPT est très bon pour te ressortir des faits, mais ChatGPT est excessivement mauvais pour te sortir des analyses. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais quand tu lui demandes de développer un avis sur quelque chose, ce qui te sort ne vaut rien, quoi. Enfin, c'est excessivement bateau, il y a rien à en sortir, il y a aucune valeur en fait. Et j'ai l'impression que pour tout ce qui va être contenu d'opinion, le contenu d'opinion va continuer à rester un bon moment, je pense, grâce à ça. Parce que ChatGPT ou les IA sont pas capables de ressortir en fait des opinions humaines. Je sais pas si tu as vu cette... Donc je sais pas si tu connais la chaîne YouTube Marketing Mania. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai pas regardé depuis un moment, donc je suis pas sûr d'avoir vu ces dernières vidéos. Mais ils ont sorti une nouvelle chaîne qui s'appelle IA Mania, donc où ils parlent d'IA. Et il y avait un des défis qu'ils avaient, c'était d'utiliser l'IA pour créer un script Marketing Mania. Et ils ont choisi comme sujet Harry Potter et J.K. Rowling. Et le script en fait termine par... Enfin, le cœur du script, c'est de dire J.K. Rowling est devenue riche parce qu'elle a vendu beaucoup de livres. Et tu te dis, oui, enfin là, on est vraiment au summum du pragmatisme, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune analyse. Enfin, genre, oui, tu vois, c'est comme dire Jeff Bezos, il est devenu riche parce qu'il a vendu beaucoup de produits, tu vois. Oui. Genre... ouais, je vois, c'est une analyse niveau CP, quoi. Ouais, on est à rien, quoi. Enfin, je veux dire, on est sur la base du truc, tu vois. C'est comme dire un médecin parce qu'il a soigné les gens. Enfin, il a fait son taf, quoi. Enfin... Ok, mais c'est intéressant ça. On sait pas pourquoi ça a marché, on sait pas pourquoi Harry Potter a mieux marché qu'un autre bouquin. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses à explorer. Par exemple, sur Harry Potter, il y a énormément de choses à explorer. Pourquoi Harry Potter a mieux fonctionné que d'autres bouquins? Pourquoi est-ce que la saga a autant captivé? Pourquoi ça a autant marché au niveau international? Enfin, il y a énormément de questions autour de l'universalité, de l'histoire, etc. Et au final, quand tu vois l'analyse de ChatGPT, il y a rien, quoi. Non, bien sûr. Ouais. Mais je pense que de toute façon, c'est pas tout de suite que l'IA va nous remplacer, même s'il y a des secteurs sur lesquels elle est en voie de le faire. Ouais, c'est clair. Mais après, voilà, il faut aussi garder un truc à l'esprit, c'est qu'on est encore qu'au balbutiement de l'IA. Enfin, moi, je me rappelle, j'ai commencé à entendre parler un peu d'intelligence artificielle de manière massive comme ça et accessible à tous à partir de l'été dernier. Alors, pas cet été-là, l'été d'avant. Ça a été le cas avec Midjourney. Ensuite, il y a ChatGPT qui est arrivé, qui existait déjà avant, mais qui a vraiment été démocratisé avec, je crois que c'est ChatGPT 4, qui a commencé à faire parler de lui. Donc concrètement, si on regarde en arrière, il y a 1 an et demi, l'IA, personne ne connaissait vraiment. Tout le monde avait déjà entendu parler d'intelligence artificielle.
de Terminator et de tout ça, hein, évidemment, mais personne n'utilisait l'intelligence artificielle à son quotidien, ou en tout cas pas de manière consciente, puisque en réalité, des outils qui font appel à l'intelligence artificielle, on en a tous entre nos mains depuis longtemps, dans nos portables, sur nos PC, etc. C'est clair. Mais ça fait vraiment 1 an et demi que les gens, les étudiants, je sais que les étudiants sont fans de ChatGPT parce que ça rédige des trucs, hein, c'est vraiment pas mal. Les lettres de motivation, les CV, tout ça, ça y va aussi. Hein, et donc voilà. Et voilà, concrètement, ça fait 1 an et demi que les gens utilisent massivement et délibérément des outils d'intelligence artificielle. Donc faut pas quand même oublier que c'est relativement récent à l'échelle du monde et de l'humanité. Et je pense que d'ici 1 an, ce sera déjà bien plus avancé. Et donc, l'idée selon laquelle ChatGPT n'arrive pas à produire du contenu d'opinion, je pense que c'est vrai pour le moment. La question que je me pose, c'est pour combien de temps? Voilà. Ah, t'as raison, c'est très vrai. Ouais. Et rien que quand on voit la qualité de ChatGPT maintenant, par rapport à il y a quelques mois, c'est vrai que c'est déjà largement au-dessus. D'après moi, enfin moi je vois les différences. Alors ça vient peut-être du fait que je fais des prompts qui sont meilleurs aujourd'hui. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que les outputs sont largement meilleurs qu'ils ne l'étaient, quoi. Ouais, non mais c'est continuellement amélioré, ça c'est sûr. Moi je suis pas un grand utilisateur de ChatGPT, j'avoue je l'utilise pas des masses. J'ai un collègue qui lui l'utilise beaucoup pour la création de contenu, sur des trucs très informatifs où là ça l'aide beaucoup pour le coup, puisque en fait ça rédige très très vite des articles de blog notamment. Ça par exemple, le métier de rédacteur pour les articles de blog, il n'a pas encore disparu, mais bon, ChatGPT fait quand même vachement bien le taf sur pas mal de sujets, sur tout ce qui est très informatif. Encore une fois, quand il s'agit de donner son opinion ou de faire une analyse, c'est encore autre chose. Mais voilà, par contre, Midjourney, par exemple, c'est un outil que j'utilise beaucoup, hein. Donc pour générer des images. Alors je sais qu'il y a d'autres outils qui ont vu le jour depuis, bon moi je suis resté là-dessus, et franchement c'est pour de la création de contenu, et puis même dans mon métier de graphiste, du coup ça m'arrive régulièrement maintenant de générer des ressources, par exemple avec Midjourney, plutôt que de les chercher sur des banques, tu vois. Donc il y a quand même le process et les méthodes de conception, de création ont quand même déjà été impactés fortement par les IA, quoi. Ça faut pas le négliger, quoi. Pour tout ce qui était rédaction web, j'étais tombé sur un tweet que j'avais trouvé absolument hallucinant, et je trouve que ça résume assez bien en fait l'IA de façon générale. Mais il parlait du fait que la rédaction web, elle est... Enfin, tu sais, on entend toujours ChatGPT existe, donc en fait la rédaction web va disparaître. Et j'avais lu un tweet qui disait que c'était pas le cas, que la très bonne rédaction web allait être beaucoup plus chère, mais que du coup le coût de la mauvaise rédaction web était tombé à zéro. Et j'avais trouvé ça absolument dingue comme réflexion, parce qu'en fait c'est vrai, quoi. C'est vrai que, enfin je sais pas si t'as déjà travaillé avec des mauvais rédacteurs web, moi ça m'est arrivé. Et quand tu vois un output de ChatGPT, bah, c'est pareil, quoi. Ouais. C'est tout juste aussi bon, quoi. Et donc en fait, plutôt que d'engager un mec qui est mauvais, tu vas passer par ChatGPT, et quand t'as un vrai besoin de rédaction web, on va dire pointu, recherché, important, c'est au cœur de la stratégie, etc., en fait tu vas dépenser beaucoup plus d'argent, et tu vas avoir un truc qui va être largement au-dessus en fait de la masse, parce que la masse va travailler avec ChatGPT. Mais ça c'est extrêmement pertinent, et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est valable pas uniquement pour la rédaction. Je pense qu'effectivement, avant de détruire complètement les métiers, les IA vont créer un clivage entre on va dire l'élite de la production humaine et le reste, entre guillemets, qui va être progressivement grignoté, voire complètement on va dire assimilé par l'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que c'est extrêmement pertinent. Je pense notamment aux artistes il y a dans le milieu ce qu'on appelle les concept artistes, c'est tous ceux qui vont faire du concept art pour ça va être des images, des visuels qui sont souvent en rapport par exemple avec les univers de fantasy, ça peut être les jeux vidéo, tout ça. Il y a beaucoup de concept artistes qui travaillent pour définir un petit peu des visuels, les premiers visuels d'un univers de jeu ou ce genre de choses. Les jeux de cartes notamment, ceux qui connaissent, comment ça s'appelle, Magic, ceux qui connaissent tout ça. Et je sais que dans ces milieux-là, ça commence à grincer des dents un petit peu depuis pas mal de temps par rapport à Midjourney justement et ce type d'intelligence artificielle qui en fait, en l'espace de quelques prompts, peuvent générer des visuels qui ressemblent à du concept art. Malgré tout, je pense que quand vraiment tu veux faire quelque chose de très pointu, avec des couleurs précises, avec des éléments particuliers, des poses particulières sur les personnages, tout ça, je pense que du coup les artistes qui sont capables de produire ça peuvent prétendre maintenant à des rémunérations qui sont peut-être plus élevées, justement parce que leur travail est mis en valeur par
l'inaccessibilité via les outils d'intelligence artificielle. Je pense Ouais, que ça, c'est complètement. extrêmement pertinent. Maintenant, Mm. encore une fois, c'est pour combien de temps? Pour combien de temps Mm. est-ce que l'IA est capable de faire ça? Parce que, Mm. alors, autant ChatGPT, je suis pas un grand utilisateur, Midjourney quand même beaucoup plus, et Midjourney évolue très très vite. Maintenant, il y Mm. a la possibilité de sélectionner une zone de l'image qu'on veut modifier, donc en Ok. incorporant un prompt spécifique à la zone qu'on sélectionne. Donc on Mm. peut par exemple, je sais pas moi, demander de faire un paysage, sélectionner une partie du paysage et dire rajouter un cerisier. Voilà, et il va rajouter un cerisier. Ok. Donc ça marche très bien. Des fois ça fait des trucs absolument ignobles ou complètement incohérents. Mais Mm. au global, ça marche quand même pas mal et ça fait des résultats qui sont de plus en plus convaincants. Encore une fois, il y a un an, j'ai découvert Midjourney. Et il y avait toujours cette patte. On voyait que c'était fait par Midjourney parce qu'il y avait toujours une Ouais. espèce de grain avec des petits éléments, comme s'il y avait des traits. C'était assez reconnaissable. On voyait quand un visuel avait été fait par Midjourney. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mm. C'est nettement Ouais. moins le cas. Et d'ailleurs, je vois le YouTube bombardé maintenant d'images générées par Midjourney, notamment dans les musiques. Il y a beaucoup de playlists de musique qui maintenant ont des images qui ont été générées par Midjourney. Donc, Ouais. ouais, ça évolue vite quand même. Et je pense que ça, faut pas le négliger non plus, quoi. Ok. Bah écoute, on va peut-être sortir de ce passage IA et Yes. revenir à des choses peut-être plus rassurantes. Ouais. Et simplement parler de tes coups de cœur. Est-ce que tu as eu un coup de cœur récemment? Ça peut être des outils, des méthodes, quelque chose que tu as vu, n'importe quoi, quelque chose qui t'a touché dernièrement. Un coup de cœur. J'ai Mm. pas tellement de coup de cœur. Non, j'avoue que j'ai pas tellement de coup de cœur à recommander. Ouais, Peut-être Midjourney du coup. ouais, Midjourney, j'utilise pas mal. C'est vrai que Midjourney est quand même pas mal. Après, bon, malgré tout, ça reste dérisoire par rapport à toute la création, hein, évidemment. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique sur certaines choses, certains trucs bien spécifiques. Euh, ouais, je pourrais dire Midjourney du coup, mais je sais pas trop quoi dire, ouais, quoi dire de plus. Ouais. Ok. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre? Quels sont tes liens? Est-ce que tu as de la promo à faire? Alors du coup, bah, on peut me suivre sur ma chaîne YouTube, donc Clément Van, donc Clément et Van V-A-N-H. Mm. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube ou également sur Instagram avec le même arrobase. Donc voilà, et au niveau promo, j'ai une offre que je propose notamment sur ma chaîne YouTube, donc un programme d'apprentissage que j'ai nommé le cursus nébuleuse et qui consiste à enseigner en fait le design appliqué à l'impression textile. Donc on en parlait au début, là je fais vraiment le Mm. pont entre la partie graphique et la partie création de marque. Donc dans cette formation, hein, parce que c'est ni plus ni moins qu'une formation, j'explique et je montre comment créer des designs qui sont ensuite, donc c'est des visuels qui sont ensuite destinés à être imprimés sur du textile. Donc voilà, et ça peut être utile à toutes les personnes qui veulent créer leur marque, du coup, qui veulent designer pour des clients ou tout simplement qui ont la curiosité d'apprendre et qui peuvent trouver on va dire des compétences qu'ils pourront réutiliser dans d'autres secteurs puisque je parle évidemment, je pose les bases. Donc il y a tout un volet sur les bases théoriques du graphisme, l'association des couleurs, ce genre de choses, les contrastes, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour ceux qui voudraient aller plus loin et qui seraient intéressés par l'apprentissage d'une compétence graphique. Voilà. Bah, trop bien. Et on mettra le lien d'information du coup en description Et bah c'est super. Ok, pour top. que les gens puissent aller voir. Ok, impeccable. Et du coup, bah, je te remercie Clément. On va s'arrêter ici. Ouais, ça marche. Bah écoutez, merci à vous. En tout cas, c'était un échange intéressant. Je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à se dire. Donc moi je m'étais noté des trucs à côté, je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai pas évoquées. Mais, euh, Ouais. mais voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir de passer sur votre chaîne. Et puis en tout cas merci pour l'intérêt porté à mon travail. Et je vais suivre attentivement ce que vous faites aussi parce que c'est intéressant. Hein, comme je vous avais dit en off, C'est gentil. c'est intéressant ce que vous faites et j'ai aucun doute que ça finira par bien fonctionner si vous améliorez progressivement les choses. Voilà. Peut-être plus de contenu, peut-être plus de qualité, à vous de voir, c'est toute la question. Et ben, on va essayer de faire les deux en même Ouais, temps. exactement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous.